François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips, Lovecraft. On est toujours dans ces tout petits calepins, et principalement, évidemment, celui de 1925, ce modèle-ci exactement, avec ces petites cases, toutes petites cases rectangulaires, une par jour, mais c'est le même format dans lequel il met des petits signes cabalistiques où il nous raconte, en gros, tout ce qui nous permet une sorte de chantier, comme une fouille archéologique sur le métier d'écrivain. Bien sûr, puisque chaque jour on a un tout petit timbre-poste, mais à mesure qu'on prend tel incise, c'est une fresque incroyable qui est en train de se constituer. J'en rêvais depuis si longtemps, et merci à toutes celles et tous ceux là qui disent ouais, le mec qui parle en l'air, là, qui agite les mains comme des trucs. Non, il y a un PDF, il y a du texte, il y a des analyses, il y a des documents, il y a des annexes. Aujourd'hui, on va pareil dans Weird Tales. Déposition de Randolph Carter. Oh bon, d'accord, il a écrit ça en septembre 1923, plus tôt, mais il va s'acheter le Weird Tales dans le métro pour découvrir son propre texte. Et puis, tiens, allez, hop, ça y est, on est parti. Est-ce que vous vous souvenez de Déposition de Randolph Carter? Je vous mets le lien. Moi, je l'avais enregistré là sur mon site, là, comme ça, en vidéo. Donc, si Déposition de Randolph Carter, c'est un petit peu vieux pour vous, prenez, c'est juste 20 minutes à écouter. C'est quoi l'histoire? C'est un rêve. Donc Samuel Loveman, maintenant on le voit tous les jours là avec Lovecraft. Mais autrefois, c'était juste un correspondant. Il s'était jamais vu encore. Mais Lovecraft, c'était être accepté comme tel en tant qu'auteur démarrant la fiction, mais membre actif là de ce mouvement des journaux amateurs, avec ce gars qui lui bossait dans une librairie à Cleveland, mais était proche de Art Crane, avait autour de lui toute une petite confédération là, de jeunes auteurs. Et par exemple, George Kirk, qui maintenant est devenu le voisin de Lovecraft, la chambre juste au-dessus de la sienne, dans cet immeuble de Clinton Street, eh bien, il s'était lancé dans le métier d'éditeur, avec une petite presse à imprimer, et il avait publié un échange de lettres entre Ambrose Bierce et le jeune Samuel Loveman. Alors, c'est pas des lettres qui cassent trois pattes à un canard, mais il y avait cette filiation, cette reconnaissance qui s'établissait, les premiers poèmes aussi de Loveman. Et Lovecraft, c'est comme si il y avait une espèce de fabrication de double. L'écrivain de fiction qu'il se refuse encore à devenir, ou qu'il n'a pas envisagé de devenir totalement, se sert de Loveman comme d'une espèce de figure de lui-même qui n'est pas encore accomplie. Il y a deux textes qui vont naître de ça, deux textes essentiels, un qui s'appelle Nyarlathotep. Ça part aussi d'un rêve, il reçoit une lettre de Loveman qui lui dit d'aller écouter là, dans ce bâtiment-là de Hearts Providence, qui existe toujours, magnifique construction, toujours, d'aller écouter la conférence de ce Nyarlathotep. Et c'est une conférence sur les effets de l'électricité, c'est dans un cinéma, on projette des films, et à un moment donné, les phénomènes électriques qu'on montre sur l'écran se détachent en forme de boules électriques, rejoignent les spectateurs qui, par un, comme dans le joueur de flûte de Hameln, vont se diriger par une toute petite porte obscure, là, en bas de l'écran, une issue de secours, et vont marcher à leur perte et s'enfoncer sous la terre, j'y insiste, là, juste en dessous de la très reconnaissable grosse centrale électrique de Providence, avec ses trois gros tuyaux de fumée. Et puis l'autre texte, alors c'est aussi un enfoncement souterrain, puis c'est pour ça aussi qu'il y a cette convergence et que je vais en parler là. Donc c'est dans le rêve, Lovecraft, qui n'a pas besoin de double encore, accompagne Loveman, qui lui dit qu'il va descendre dans cette espèce de gouffre qui commence par un escalier, mais se prolonge par des galeries mystérieuses qui descend. Et pour rester en lien avec Lovecraft qui reste à la surface, il déroule à mesure une bobine de câbles téléphoniques. Et on entend l'échange comme ça. Et puis à mesure qu'il descend, on entend des bruits, des grondements,
Bon, jusqu'au moment où Loveman, du fond, lui dit « Mais tire-toi, sauve-toi, c'est dangereux, laisse tomber !» Et le narrateur, évidemment, continue, reste là jusqu'au bout, jusqu'à entendre « L'autre est dévoré ». Alors, dans le texte qu'il écrit, il y a une lettre avec Galpin qui raconte le rêve. Donc tout ça, c'est pas de la gamberge sur rien. Évidemment, ce n'est plus Loveman, mais le narrateur est son double. Et donc, ce double, c'est celui qui reste à la surface, c'est Randolph Carter. Et dans ces deux cas, cette problématique de l'enfoncement souterrain et le fait que ce soir-là, dans le métro, raccompagnant Sonia, Howard Phillips Lovecraft paye là 5 cents ou 20 cents, je sais plus, pour acheter au kiosque de presse le numéro qui vient de paraître de Weird Tales et voir son propre texte imprimé. Attention, il n'est pas encore sur la une. C'est sur la une, il y a une illustration avec une histoire locomotive, ça lui aura droit, mais oh là là, de façon posthume. Et il y a mention de 2 ou 3 noms d'auteurs avec 2 ou 3 titres, et ça, il n'y aura droit qu'en juillet prochain. Donc là, il est anonyme dans le sommaire. Mais tout de suite, nous, on va dans le New York Times. Je renverse un peu la vapeur aujourd'hui, ça va nous faire du bien. Il faut secouer un petit peu les habitudes. Et puis, pourquoi ? Bon, pensée forte pour Nyarlathotep et Randolph Carter, New York Times, voilà ce qui se passe. Ordi. Voilà la une du New York Times ce 4 février 1925. Cet article-là qui est en drapeau, en bonne place, il est exactement au même endroit où il était hier, mais sur ce carré graphique qui ne va plus bouger, comme utilise par exemple la Maison des Feuilles, Danielewski dans la Maison des Feuilles, eh bien le titre va changer, et ce qui va changer c'est « Il se passe quoi à Cave City ?» La ville grotte, la ville caverne, à propos de Floyd Collins. Alors, Floyd Collins, à l'âge de H.P. Lovecraft, peut-être 2 ans de plus, c'est encore un jeune spéléologue, mais quelqu'un qui s'est illustré, comme chez nous, Édouard Martel, au même moment, ou un peu plus tôt, Édouard Martel. Par exemple, dans les grottes de Virginie, qui les a découverts et explorés et les a cartographiés? C'est Floyd Collins. Et ces grottes de Virginie, The Handless Cavern, pour la visite de laquelle on paye $2,50 à Newmarket en Virginie, eh bien, Lovecraft, là, se rendra lui-même pour visiter, explorer. Donc il n'est pas du tout indifférent là, à ce fait divers. Et Floyd Collins donc, mène une exploration, évidemment. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas le câble téléphonique là, que lui installe dans Randolph Carter. On va le trouver 3 jours après l'accident. C'est-à-dire qu'il n'est pas loin, il est à 17 mètres sous terre, c'est important, vous allez voir. Et à 17 mètres sous terre, mais dans un dédale qui fait pas loin là de 6 miles, c'est-à-dire en gros 9 kilomètres, et il y a eu un effondrement rocheux. On estime à 5 ou 7 tonnes de cailloux qui lui sont tombés dessus. Il est totalement coincé. Il ne peut ni boire, évidemment, ni manger, ni bouger, ni même savoir quelles sont ses blessures. Et c'est seulement 3 jours et 3 nuits après l'accident que les équipes parties à sa recherche vont finir par le localiser. Et maintenant, va commencer un autre compte à rebours. Et ce compte à rebours, c'est ça qui est important et nouveau. C'est que l'information remonte tous les jours, là, à New York, par le New York Times, comme au Chicago Tribune, comme au San Francisco, ou je sais pas quoi. Mais chaque fois, c'est aussi accompagné d'images, accompagné d'envois de reporters qui vont être sur place. Et ces campements de reporters, ces choses qui sont téléphonées, télégraphiées tous les jours, font que ce suspense, si symbolique aussi, va devenir une sorte de feuilleton au niveau national. Et ça,
c'est totalement nouveau. En quoi c'est important? C'est parce qu'aujourd'hui, nous, dans notre propre société, ça reste encore une inconnue, ce phénomène-là. Et ce phénomène, pourtant, nous conditionne de plus en plus. C'est regarder notre résistance, notre distance à cette pression-là événementielle. Et comment l'information est de plus en plus massive et de plus en plus simultanée. Mot que Charles Baudelaire utilise déjà en 1845 à propos de Constantin Guise, en voyant ces croquis là depuis la guerre de Crimée qui parviennent en 9 jours à Londres et qui sont publiés là de façon simultanée, dit Baudelaire, dans la presse. Et il n'y a plus besoin de texte parce que le croquis dit tout. Justement parce que transmis en tant qu'image immédiatement. Et ça, est-ce que ça concerne Lovecraft? Il suffit de lire Chuchotement dans la nuit, il suffit de lire Dans l'abîme du temps, il suffit de lire même L'appel de Cthulhu, écrit là, quelques mois après, ébauché là, en scénario dans ces mois à New York. C'est-à-dire c'est des rouages dont il va se saisir lui-même, ou dans Montagne de la folie, encore mieux, quand l'expédition se perd et qu'on n'a plus de communication radio. Il se passe quoi? Ils sont morts ou ils sont pas morts? Ces rouages deviennent, chez Lovecraft, invention du fantastique. Alors aujourd'hui, on y va, là c'est cet article-là que j'ai traduit, c'est-à-dire une fois Collins localisé, donc ça fait déjà 4 jours, le compte à rebours va s'amorcer avec de plus en plus de tensions. D'abord on établit une chaîne pour essayer de déblayer. Non seulement on va déblayer, mais on va établir une communication par le regard avec lui. Et un des sauveteurs va parvenir à... non pas, on ne peut pas l'extraire, mais on va descendre un cric de voiture qu'on a scié pour pouvoir le passer dans un tout petit interstice, et avec ce cric de voiture, on va établir une communication visuelle avec lui. Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'alimenter, le faire boire? Non, pas encore. Mais est-ce qu'on peut le déblayer? Est-ce qu'on peut continuer? Il va falloir se résoudre à l'idée que non, avec toute cette chaîne-là sur 6 km de gens qui vont ramener des débris, des déblais. Et puis, on va amener des machines parce qu'on va décider, comme on est à 17 mètres sous terre, et que maintenant on sait où il est, qu'on a pu cartographier le chemin, on va le recartographier en surface. Il n'y a pas d'outils de GPS, etc. Et essayer de faire un tunnel pour le rejoindre depuis la surface. Donc vous voyez, le compte à rebours, il va être double. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai changé l'ordre là de présentation, parce que là, pendant les jours à venir, oui, ça va être Floyd Collins, mais oui, à travers Floyd Collins, on retrouve un rouage. Combien d'histoires? Prenez les rats dans les murs, prenez la ville sans nom, une petite plaquette bilingue, là. J'ai mis les PDF là, dans le dossier, là. The Nameless City. Il s'agit toujours de ces enfoncements dans la terre. Pas le choix, là, que de laisser ça venir à la toute première surface. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme article à côté? Celui-ci, justement, l'occasion, les immeubles à New York, c'est sans aller gamberger au 11 septembre et à tout ça. Le feu prend dans un bureau. Si on lit l'article avec attention, on n'a pas le nombre d'étages du building et on ne sait pas où, à quel niveau le feu s'est déclaré. Mais tout d'un coup, on va découvrir que dans ces immeubles-là, ce grand tableau plastique, ce grand creusement vertical qu'est Manhattan, eh bien, c'est rempli, quoi, de jeunes femmes qui sont là pour faire de la sténographie. Elles sont là par dizaines, par milliers. Et combien elles sont payées? Et quel métro elles prennent? Où est-ce qu'elles habitent? Dans le Bronx, dans le Queens ou à Brooklyn? Le soir, pour revenir de Manhattan, et parce que, est-ce qu'il y a des photocopieuses? Est-ce qu'il y a des... Non, relisez Bartleby. Bartleby, c'était bien avant. Dans le bureau de Bartleby, on a 3 hommes, plus celui qui va chercher les biscuits au gingembre. Oui, mais là, maintenant, c'est le travail féminin. Et tout d'un coup, parce qu'il y a un début d'incendie, il y a un incendie. Là, ce peuple féminin, tout d'un coup, il y a 7 femmes et un homme qui se retrouvent sur le toit. Avec ce détail, c'est que
les gens en bas, peut-être qu'ils voient de la fumée, mais il y en a une qui va gribouiller là sur un papier, à l'aide, à l'aide, à l'aide, et qui va lancer le papier dans la rue. Et c'est seulement comme ça que les gens découvriront qu'il y a des gens sur le toit. Mais oui, mais les pompiers, est-ce qu'ils ont des échelles pour atteindre cette hauteur-là? Non. Et là, on va retrouver cette problématique du World Trade Center. On va établir, là encore, comme avec Floyd Collins, une communication orale avec eux. On crie, on crie. On va les contraindre à redescendre, à traverser l'étage totalement pris de fumée, qui sont forcément toxiques. Et là, trouver une issue à l'arrière dans laquelle il y a, vous savez, dans New York, il y a partout ces échelles de fer au long des immeubles. Et bien là, ce jour-là, ces échelles de fer ont permis de sauver cette femme et cet homme, mais pas dans les pompiers qui viennent à leur aide et secours. Il y en a un qui va mourir là, en bas, dans le hall de l'immeuble. Moi, c'est ça, là, cette matière-là qui m'importe. Alors, comme on a beaucoup d'amis belges, là, dans notre petite team suiveur, et qu'est-ce que je renouvelle la gratitude, parce que ces PDF, j'arriverais pas en énergie s'il n'y avait pas ce dialogue tous les jours, là, ces petits messages. Eh bien, les copains belges, là, vous êtes capable de me dire comment s'appelait le consul belge à New York, là, en 1925? Il s'appelait Monsieur Mali. Alors, Monsieur Mali, ben non, c'est con, il vient de mourir, en fait, je vous dis des bêtises. Et sa veuve, quand même, elle a des ressources, on ne sait pas d'où ça vient, mais elle a fait une soirée, une réception chez elle. Puis à un moment donné, elle a eu faire ses petits besoins, et puis elle se lavait les mains, elle a enlevé ses bagues, elle a posé ses belles bagues de diamants, là, juste sur le lavabo, mais on l'appelait Madame, elle est partie. Et puis, 3/4 d'heure plus tard, mes bagues. Ah ouais, elles étaient plus sur le petit lavabo. Bon, ça c'est secondaire, mais pareil, des petites choses qui ressortent comme ça. Bon, sinon, là, l'important c'est Floyd Collins. Je ne veux pas aller rester longtemps dans le New York Times. Encore un article, c'est la 3e fois que j'en extrais un sur les conflits qui émergent entre les auteurs et justement pour la diffusion par le disque, là, le phonographe et la radio, un dîner avec 500 infirmières pour le congrès de l'aide médicale, toujours cette montée du fascisme en Europe. Et maintenant, Lovecraft. Alors, petit tour dans mon PDF. Voici le PDF, donc bien sûr, que vous avez reçu au moment où vous voyez cette vidéo. Le lien est dans le sommaire. Voilà le petit facsimilé dont on va s'occuper. À la une de mon PDF, j'ai mis 2 images de Floyd Collins coincé dans l'effondrement, et puis une photo, par contre, antérieure, peut-être dans ces grottes de Virginie. Et les articles, donc j'ai pris cet l'article concernant l'incendie, Madame Pierre Mali, etc. À Harlem, un tenancier de bar-restaurant se fait assassiner. Est-ce qu'il a un nom, lui? Non, Negro. Et tout d'un coup, voilà, l'autre côté, le Harlem, là, des gangs. Yes, toujours, je suis attentif à... je ne sais pas si je peux le grossir un peu. On a régulièrement, donc, dans le New York Times, ça fait partie de leur boulot. Il y a les 2 gares, Grand Central et la Penn Station. Les aéroports, pour l'instant, on n'en parle pas, mais il y a les Piers de... là dans le bas de Manhattan, Battery Park, et puis de l'autre côté, les Piers de Brooklyn. Et voilà, ne serait-ce que aujourd'hui, le mouvement des bateaux, est-ce qu'ils desservent vers Hambourg ou la Cunard, évidemment, la France fait partie. Il y a un bateau aussi pour Providence. Vous savez aussi que la mer, quand vous allez à Newport ou à Providence, de New York, le moyen le plus direct, c'est de prendre le bateau, même si maintenant, nous, la vieille tante et tout ça, c'est dans le train. Et dans cette publicité, là, ce truc de buzziness, évidemment, rien de spécial, mais toujours, c'est des dessinateurs qui font le job. Et là, c'est la skyline de Manhattan la nuit. Vous savez, on en parlait avant-hier,
quand Lovecraft reçoit son copain, la C.M. Haddy de Providence, le soir, ils vont de l'autre côté de Prospect Park, là, Montague Street, parce qu'il veut lui montrer le panorama, là, la skyline, c'est toujours son mot, de Manhattan illuminé. Eh bien là, on n'a pas de photo directement, mais voilà ce qu'en fait un dessinateur. Alors maintenant, concernant Lovecraft lui-même, donc on est le 4, et on a 4 lignes. Alors de quoi il s'agit pour ces 4 lignes? Je vous propose juste de revenir cette fois au PDF et à la petite transcription que j'en ai faite. So, Healthy j'ai dit au revoir à Liliane. Alors là, Bought Tray and Vases, acheter plateau et vase. Je pense peut-être le plateau pour lui, puisqu'il a acheté, vous savez, des petites soucoupes et des petites tasses l'autre jour, là, pour quand les copains viennent dans sa piole. Peut-être qu'il lui fallait un plateau. Les vases, là, par contre, je sais pas trop. Peut-être c'est simplement pour Sonia qu'il le retrouve. Donc la vieille tante Lillian, je dis vieille, mais elle a 68 ans, c'est moins que moi ça. Moi je suis pas vieux moi. Donc il retrouve Sonia qui, dès le matin, pendant que Lillian et Howard se faisait la grasse matinée, chacun dans sa chambre là de Clinton Street. Il avait trouvé, vous savez, une chambre libre pour Lillian juste à côté de la sienne pour une nuit. Donc c'est le dîner, on dîne tôt, remarque. Hein, c'est toujours faut toujours avoir ce petit décalage, plutôt entre 5 et 7. C'est pour ça qu'ensuite ils ont la soirée libre. C'est toujours un petit peu comme ça là, quand on se balade dans les rues new-yorkaises. Bon, ils vont non plus au resto italien, la Taormina ou le Milan, mais ils vont simplement dans une cafétéria et ils vont se rendre à la Penn Station pour réserver le voyage retour de Sonia. Et tu crois que tu fais ça là sur ton téléphone portable là? Non. Donc ils vont à la Penn et ils réservent une couchette qui sera d'ailleurs, c'est pour ça hier je me suis aussi un petit peu emmêlé, mais ça c'est du détail secondaire. C'est Liliane quand elle va là à Grand Central, qu'elle s'assoit dans son wagon à la place réservée. Zut, il y a déjà quelqu'un. La réservation a été vendue 2 fois. Et il va se passer la même chose exactement avec la couchette de Sonia pour repartir à Cincinnati demain. Et c'est en revenant là de Penn Station jusqu'à Brooklyn en métro qu'il achète le Weird Tales. C'est quand même autre chose quand tu achètes là toi-même le magazine qui vient de te publier, même si c'est la 3e fois. Il y a eu Hypnos, il y a eu Festival, et là c'est déposition de Randolph Carter. Maison, écriture pour Sonia, là il n'y a pas le détail, mais vous savez que Sonia, donc elle a plusieurs dossiers en cours. Le dossier, c'est celui aussi de la faillite de sa boutique à la 5e avenue. C'est il n'y a pas longtemps, il y a moins de 6 mois. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'administration, des histoires de dettes à négocier, tout ça. Tout est difficile. Et je crois que j'ai toujours eu une espèce de avoir non, Lovecraft il n'était pas fait pour le mariage, Lovecraft il n'était pas fait pour la grande ville. C'est plus compliqué que ça. Et nous, cette complication, c'est qu'est-ce qui travaille à l'intérieur de toi? Comment ça travaille à l'intérieur de toi? Et pourquoi tu vas te choper à ce moment-là? Quoi? Pourquoi tu vas te choper? Eh bien ça, du papier, un stylo, lui ça, Waterman, et écrire. Voilà la journée. La lettre, je peux vous montrer. Déjà hier, on avait fait un petit aperçu à propos de ce qui se passait aujourd'hui. Donc on s'appuie sur cette longue lettre datée du 10 février, on n'est que le 4, qu'il envoie à sa tante Annie Gamwell, pas à sa tante Liliane, et elle, il l'appelle ma chère petite fille. Lui qui se dit grand-père, il est même le grand-père de sa tante
de sa tante Annie, c'est une de ses lettres à la Lovecraft. Vous savez, on avait lu l'autre jour, vous savez, quand Lillian était déjà repartie là, de Providence, donc ça fait deux allers-retours là, en très peu de temps, et que lui, pour voir là, cette vieille compagnie de train qui repartait à Providence, lui revient de façon nostalgique là, la suite des petites gares là, de Providence à Fall River, puis Bristol. Et on a pour chaque journée, lui il appelle ça mon journal, une sorte de résumé qui est un dépli des petites notes hiéroglyphes du calepin. Et nous, il y aura juste ça qu'on apprend dans ce mal-être de Sonia. Il y a aussi quelque chose, tout simplement, elle a quelque chose qui ne va pas dans les yeux, elle souffre. Et on va apprendre qu'elle a passé toute la nuit, donc elle n'est pas avec son mari, elle a elle-même donc une chambre qu'elle loue à l'étage, celle qu'elle loue à chaque séjour à côté de celle de Kirk. Et Lovecraft évidemment sera à ses côtés, et en tout cas il restera dans la chambre de Kirk pour être là proche au premier appel, et elle reste assise sur le bord du lit toute la nuit dans cette douleur. Et là, quand ils sortent de la Penn Station, c'est pas possible qu'elle reparte à Cincinnati comme ça. Il l'appelle, donc il téléphone à Long, donc le père de Frank Belknap. Long, profession dentiste, pour lui demander de lui recommander un ophtalmologue qui puisse les recevoir. Voilà, c'est le Doctolib de l'époque, mais il faut que j'arrête ces sortes de flash forward. Et donc c'est le docteur Long qui l'informe qu'il devrait très vite aller voir le docteur James Wilson Castle sur la 40e rue Est. Et effectivement, il va tout simplement retirer quand elle voyage en chemin de fer, quand on voyage beaucoup en chemin de fer, en 1925, c'est une grosse machine à charbon, une escarbille, petit truc dans l'œil. Relisez Andersen aussi, le conte de la Reine des Neiges, et hop, on va pouvoir soulager la pauvre Sonia. Voilà, c'était pour aujourd'hui ce moment qu'il nous faut mémoriser, parce que ces questions de santé de Sonia, ça va précipiter l'arrêt du voyage à Cincinnati, le retour à New York. Donc c'est quand même des choses extrêmement lourdes là pour nous, là, dans cette construction intérieure qu'on cherche à rejoindre. Le Weird Tales acheté dans le métro et la joie d'y découvrir des positions de Randolph Carter. Prenez 20 minutes pour aller réécouter le texte, la petite lecture là, que j'en fais, c'est tellement plus simple là, comme ça. Et moi que vous ayez là, et ce récit d'enfoncement sous terre, le fait que la une du New York Times, là pour le deuxième jour, et maintenant pour les jours à venir, ce soit celui qui réellement, qui a l'âge de Lovecraft, celui qui a déjà exploré, découvert tant de gouffres calcaires aux États-Unis, qui est là, à 17 mètres sous terre, au bout de 6 km de galerie, et prisonnier des roches, avec juste contact visuel avec ceux qui arrivent juste à proximité de lui, mais ne peuvent rien faire. Voilà, à demain.